37 secondes. C'est le temps qu'il a fallu au système de combat naval le plus avancé de la planète pour détecter, classifier et commencer à engager 11 menaces simultanées dans les eaux sombres du détroit d'Ormuz. 37 secondes entre le moment où les vedettes d'attaque rapide iraniennes ont rompu leur formation et le moment où le système de combat du destroyer américain avait déjà commencé à les neutraliser. Mais voici ce que personne ne vous dit. Les Américains ont failli perdre cette nuit-là. Pas à cause des navires de guerre chinois, pas à cause des missiles iraniens, mais à cause d'un bateau de pêche. Un seul bateau de pêche civil qu'aucun capteur, aucun algorithme et aucun satellite en orbite ne pouvait distinguer des centaines d'autres navires qui circulaient dans le détroit cette nuit-là. Et ce qui est parti de ce bateau de pêche a changé tout l'engagement. Ce que je vais vous expliquer n'est pas la version de cette histoire que les grands titres vous présentent. C'est la réalité opérationnelle de ce qui s'est passé lorsque la Chine, l'Iran et les États-Unis sont passés à quelques minutes de transformer la voie maritime la plus importante du monde en zone de guerre. Et une fois que vous aurez compris ce qui s'est réellement déroulé, vous ne regarderez plus jamais le détroit d'Ormuz de la même façon. Avant qu'un seul coup de feu ne soit tiré, avant qu'un seul radar ne verrouille une seule cible, 3 états-majors militaires distincts, dans 3 pays différents, faisaient des calculs depuis des mois. À Téhéran, les commandants navals du CGR-ISAMA avaient passé des semaines à étudier les schémas de patrouille américains, les horaires de rotation des équipes et l'architecture de communication précise qui relie les destroyers américains au réseau plus large de la flotte au-dessus d'eux. À Beijing, de hauts officiers de marine calculaient exactement jusqu'où ils pouvaient exercer une pression sur la prise de décision américaine sans franchir le seuil qui transforme une provocation en zone grise en guerre ouverte. Et à Washington, les planificateurs du Pentagone mettaient discrètement à jour les règles d'engagement pour un scénario qu'ils espéraient ne jamais voir arriver. Un scénario où des moyens militaires chinois et iraniens opéreraient de manière coordonnée dans les mêmes vins et 1 mille nautiques simultanément. Les 3 séries de calculs se sont percutées à 2h24 du matin et une seule était correcte. Le détroit d'Ormuz, à son point le plus étroit, mesure 20 et 1 mille nautiques de large. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête un instant, parce que il donne l'impression d'un grand espace jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui y circule. Environ 20% de tout l'approvisionnement mondial en pétrole transite par cette voie maritime chaque jour. Des superpétroliers, des méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié, des porte-conteneurs, ils avancent en flux continu, étroitement organisés, très rapprochés, en suivant des voies de navigation établies depuis des décennies. Maintenant, imaginez cette même voie maritime avec un blocus naval américain appliqué pendant 84 jours consécutifs. Chaque navire inspecté, chaque cargaison vérifiée, les exportations de pétrole iranien réduites à une fraction des volumes normaux, et Téhéran voyant environ 500 millions de dollars par jour de revenus simplement disparaître. C'est dans cet environnement que cette confrontation a été construite. Pas comme un mouvement militaire impulsif, pas comme une erreur de calcul née de la panique, une opération soigneusement conçue autour d'un objectif précis, faire passer un superpétrolier, un seul. Parce qu'un seul superpétrolier qui franchit la ligne de blocus américaine envoie au marché mondial de l'énergie un message qu'aucune déclaration de presse iranienne ne pourrait jamais transmettre. Il dit aux courtiers, il dit au gouvernement, il dit aux 22 nations qui avaient officiellement appuyé le blocus que l'architecture d'application a une limite, qu'elle peut être brisée et que la pression qu'elle exerce n'est pas permanente. Pour atteindre cet objectif, l'Iran avait besoin de quelque chose qu'il ne possédait plus en quantité suffisante par lui-même, de la puissance navale. 84 jours d'opérations américaines soutenues avaient réduit la capacité de vedette d'attaque rapide du CGRI à environ 40% de son niveau d'avant le conflit. Les réseaux de radars côtiers que l'Iran avait passé des années à construire étaient dégradés. Des installations souterraines de stockage de missiles, censées être à l'abri des frappes aériennes, avaient été atteintes par des munitions dont les planificateurs iraniens ne croyaient pas l'existence possible. Téhéran n'était pas vaincu, mais il était contraint sur le plan opérationnel d'une manière qui rendait une tentative de percée unilatérale mathématiquement peu susceptible de réussir.
L'Iran s'est donc tourné vers le seul partenaire qui avait à la fois la capacité navale et la motivation stratégique pour l'aider, la Chine. Et Beijing a pris cette nuit-là une décision que les analystes militaires tentent encore de comprendre pleinement. La Chine a déployé des destroyers Type 052D, ces navires de surface opérationnelle les plus avancés, dans les approches orientales du détroit. Ce ne sont pas des patrouilleurs, ce ne sont pas des présences symboliques. Le Type 052D emporte un système radar à antenne active. Il possède aussi des cellules de lancement verticales chargées de missiles de croisière anti-navires, ainsi que des capacités de guerre électronique qui en font un véritable concurrent de niveau comparable aux destroyers américains dans la plupart des scénarios tactiques. Lorsque la Chine a positionné ses navires à l'est du détroit et activé leur radar de conduite de tir, elle a verrouillé des solutions de ciblage directement sur le destroyer américain qui tenait la ligne de blocus. À ce moment-là, la situation est passée d'une provocation bilatérale iranienne à quelque chose de qualitativement différent, quelque chose que le commandant américain à bord de ce navire n'avait jamais rencontré en opération réelle. Un bâtiment militaire chinois illuminait activement son navire avec un radar de ciblage pendant que des vedettes iraniennes en essaim poussaient simultanément vers sa position. Deux exigences nécessitant une réponse. Deux réponses portant des conséquences d'escalade complètement différentes, les deux se produisant en même temps dans les mêmes vins et un mille nautique dans l'obscurité. Le destroyer américain au centre de tout cela était un Arleigh Burke Flight 3 et c'est important parce que la variante Flight 3 possède des capacités que les versions antérieures de la même coque n'ont tout simplement pas. Le système radar SPY-6 de ce navire est fondamentalement différent du radar qu'il a remplacé. Il est environ 100 fois plus sensible, ce qui ressemble à une simple donnée technique jusqu'à ce qu'on comprenne ce que cette sensibilité fait réellement au combat. Cela signifie que le navire voit les choses plus tôt. Cela signifie que des missiles antinavires conçus pour vaincre une technologie radar plus ancienne arrivent dans une géométrie de détection que les gens qui ont construit ces missiles n'avaient jamais prévue. Les missiles de croisière iraniens C-802, volant à très basse altitude au-dessus des vagues précisément pour minimiser le temps de détection radar, ont été repérés par le SPY-6 plus tôt dans leur trajectoire que ce que les planificateurs iraniens avaient calculé. Ces secondes supplémentaires d'alerte ont donné aux intercepteurs SM-6 lancés, depuis le système de lancement vertical du destroyer, un angle plus favorable. Les deux missiles ont été détruits et la doctrine iranienne autour de laquelle ces missiles avaient été construits, une doctrine affinée pendant des décennies d'études des limites des radars navals américains, s'est heurtée à un radar qui avait rendu ces limites non pertinentes. Mais le système le plus important actif sur ce destroyer cette nuit-là n'était pas celui qui tirait des missiles. C'était celui qui combattait l'environnement électromagnétique. Le système de guerre électronique Swift Block 3 fonctionne selon un principe qui le distingue de toutes les générations précédentes de technologies de brouillage naval. Le brouillage traditionnel est brutal. Il inonde une bande de fréquences d'interférence, ce qui perturbe tout ce qui fonctionne dans cette bande, y compris les systèmes amis. SwiftBlock 3 est précis, il identifie des formes d'ondes spécifiques, des liaisons de guidage précises, des canaux de communication particuliers, et les perturbe individuellement, chirurgicalement, sans toucher aux fréquences dont les systèmes américains ont besoin pour continuer à fonctionner. Concrètement, pendant l'attaque en essaim iranienne, cela signifiait que des groupes de drones ont commencé à perdre leur synchronisation secteur par secteur sans que les Iraniens sur la côte comprennent immédiatement pourquoi. Des drones censés coordonner leur approche, saturer une zone et submerger les systèmes de défense ponctuels par leur seul nombre ont commencé à voler indépendamment les uns des autres. Certains sont simplement tombés dans la mer. L'ESM dans lequel l'Iran avait investi des années de développement, était discrètement démantelé de l'intérieur, et les Iraniens qui observaient depuis la côte pouvaient voir les résultats, mais ne pouvaient pas en identifier immédiatement la cause. Puis, le bateau de pêche. Un navire civil ne portant aucune signature militaire, ne montrant aucune émission électronique qui le distinguerait des centaines d'autres petites embarcations circulant dans le trafic commercial du détroit cette nuit-là, avait été positionné avec une patience délibérée à l'intérieur du flux normal de l'activité maritime. Le drone qu'il a lancé transportait une petite charge explosive.
il n'était pas conçu pour couler le destroyer, il était conçu pour frapper quelque chose de précis, les antennes de communication satellites sur la superstructure du navire, ce qu'il a exactement fait. Les dommages n'ont pas détruit la capacité de combat du navire, mais ils ont partiellement sectionné les liaisons de données tactiques reliant le destroyer au réseau plus large au-dessus de lui. Les chasseurs F-35C volaient au-dessus en silence électronique complet. L'avion de gestion de combat E-2D Hawkeye coordonnait la situation opérationnelle. L'avion de patrouille maritime P-8 Poséidon faisait aussi partie de l'ensemble. Tous étaient connectés par un réseau partagé auquel le destroyer contribuait et dont il dépendait. Et dans la fenêtre créée par cette déconnexion partielle, le superpétrolier a accéléré vers la brèche dans la ligne de blocus, ce que les planificateurs iraniens et les officiers de marine chinois qui coordonnaient avec eux n'avaient pas pleinement pris en compte, c'est que l'architecture du réseau américain avait été conçue précisément autour de la possibilité qu'un nœud soit endommagé. Le 2D Hawkeye opérant en altitude au-dessus du détroit a immédiatement commencé à fonctionner comme un centre de routage alternatif. Il est passé à des canaux de communication anti-brouillage, a reconstruit l'image opérationnelle commune à partir de toutes les plateformes encore connectées au réseau, puis a redistribué cette image dans tout l'espace de bataille. Le réseau ne s'est pas effondré. Il a contourné le nœud endommagé de la même façon que le trafic Internet contourne un serveur défaillant. En quelques minutes, les chasseurs F-35C, dont les positions étaient totalement inconnues des systèmes de suivi iraniens et chinois, avaient rétabli la connectivité et une image complète de chaque moyen opérant dans le détroit. La brèche dans la ligne de blocus vers laquelle le superpétrolier fonçait à pleine vitesse se refermait, et la réponse que Beijing avait passé des mois à calculer comme improbable arrivait. La décision prise à bord du destroyer américain, dans les secondes qui ont suivi la détection des missiles antinavires YJ-10A8, lancés depuis le Type 05 des Chinois, a été la décision unique, la plus lourde de conséquences de tout l'engagement. Les missiles étaient réels, la menace était réelle, la réponse était réelle, mais le choix de cible de cette réponse était délibéré d'une manière qui portait un poids stratégique au-delà du moment tactique. L'AGM 158 qui a frappé le destroyer chinois visait son réseau radar, pas la coque, pas le système de propulsion, pas les espaces où l'équipage travaillait. Le navire a été mis hors combat pour sa mission. Cela signifie qu'il ne pouvait plus combattre, qu'il ne pouvait plus maintenir son verrouillage de conduite de tir et qu'il ne pouvait plus fonctionner comme la pression électromagnétique qu'il était censé appliquer dans cette opération. Mais il n'a pas été coulé et la distinction entre ces deux résultats n'est pas un détail. C'est tout le message. Washington communiquait à travers la réalité physique d'un navire de guerre chinois endommagé mais flottant qu'il répondrait à l'escalade chinoise avec une force suffisante pour neutraliser la menace, mais pas avec la force maximaliste qui obligerait Beijing à répondre de la même manière. C'était une réponse proportionnelle à une provocation en zone grise qui laissait à la Chine une voie de retrait sans l'obliger à escalader davantage pour préserver sa crédibilité. Les destroyers chinois ont pris cette voie. Ils se sont retirés vers le golfe d'Oman. Et le superpétrolier, qui était passé tout près d'une fenêtre de percée en train de se refermer, a perdu sa propulsion et a dérivé. Le blocus a tenu. Les conséquences de ces 23 minutes ont commencé à se propager avant le lever du soleil. Les marchés mondiaux de l'énergie ne réagissent pas simplement aux événements après qu'ils se produisent. Ils évaluent les scénarios qui croient encore possibles. Pendant 24 jours, la question que les courtiers et les ministres de l'énergie portaient discrètement était de savoir si le blocus pouvait réellement être brisé. Le matin, après cet engagement, cette question avait une réponse opérationnelle. L'effort le plus capable et le plus coordonné que la Chine et l'Iran pouvaient réunir, des destroyers avancés, des vedettes en essaim, un soutien de guerre électronique, un drone dissimulé sur un navire civil et un superpétrolier avait été arrêté. Les primes d'assurance pour le transport commercial à travers le détroit ont commencé à refléter cette incertitude réduite. Les 500 millions de dollars par jour de revenus pétroliers iraniens perdus continueraient de s'accumuler.
Et chaque gouvernement qui attendait de voir si l'architecture américaine d'application avait de vraies limites comprenait maintenant qu'elle en avait, mais que ces limites n'avaient pas été atteintes par la combinaison de forces déployées contre elle cette nuit-là. Pour Téhéran, le dommage stratégique dépasse l'échec tactique. Le CGRI avait engagé des ressources restantes importantes dans cette opération. La doctrine d'essaim autour de laquelle l'Iran avait construit sa dissuasion navale pendant 30 ans avait été testée contre l'architecture complète de capteurs et de guerre électronique que les États-Unis ont déployée dans ce théâtre et elle n'avait pas réussi à la pénétrer. Cet échec communique aux planificateurs militaires iraniens quelque chose qu'aucun message politique ne peut masquer. Les outils autour desquels ils avaient bâti leur doctrine ont été dépassés sur le plan opérationnel et les outils dont ils auraient besoin pour les remplacer exigent du temps, des ressources et une capacité industrielle que 84 jours de pression économique soutenue ont précisément été conçus pour réduire. Pour la Chine, le calcul est plus compliqué. Beijing est entré dans cette opération en croyant que la présence de destroyers Type 0, 5 2D, créerait assez de pression décisionnelle sur les commandants américains pour ouvrir une fenêtre aux pétroliers sans franchir la ligne qui produit un échange militaire direct. Le calcul était erroné. Et il l'était au moment précis où les navires de guerre chinois sont passés de la coercition électronique au lancement actif de missiles, qui est le seuil autour duquel les règles d'engagement américaines dans ce théâtre avaient été construites. La réponse américaine contenue mais réelle est maintenant une donnée de référence dans chaque jeu de guerre naval chinois mené à Beijing. L'opération en zone grise a échoué, le navire de guerre qui a participé a été neutralisé par un système d'armes qui visait sa capacité plutôt que son équipage. Ce que Beijing fera de cette donnée de référence dans les semaines à venir est la question ouverte la plus lourde de conséquences qui reste de cet engagement. La vulnérabilité du bateau de pêche civil ne disparaît pas avec cette histoire. C'est l'évaluation honnête qui mérite d'être clairement formulée. Aucune architecture de capteur opérant dans un détroit commercialement ne peut résoudre entièrement le problème de classification créé lorsque des armes militaires sont intégrées dans des plateformes civiles. Le bateau de pêche a réussi là où les vedettes en essaim, les missiles de croisière et le verrouillage de conduite de tir chinois ont tous échoué. Un petit drone lancé depuis un navire qui ressemblait à des milliers d'autres dans les mêmes eaux a endommagé un système qu'aucune des armes coûteuses et sophistiquées déployées cette nuit-là n'avait pu atteindre. Cette asymétrie n'est pas propre au détroit d'Ormuz. C'est le défi déterminant de chaque future confrontation navale dans des eaux commercialement encombrées. Et il demeure non résolu. Le signal de politique intérieure à Washington, qui mérite l'attention, en parallèle avec toute cette analyse opérationnelle, est le vote annulé sur la résolution des pouvoirs de guerre qui avait été prévu pour le 22 mai. Le débat au Congrès, sur la base juridique des opérations continues dans le théâtre d'Ormuz, n'est pas terminé, il a été reporté. La décision du Pentagone de viser les réseaux radars plutôt que les lignes de flottaison est en partie une doctrine militaire de gestion de l'escalade et en partie un argument destiné à un public intérieur qui demande jusqu'où cette campagne est prête à aller. La discipline démontrée pendant ces 23 minutes est à la fois un choix tactique et une communication politique. Elle s'adresse aux législateurs américains qui regardent les mêmes images de l'engagement et tirent leurs propres conclusions sur ce à quoi pourraient ressembler les prochaines 23 minutes si la prochaine tentative en zone grise est plus sophistiquée, parce qu'elle le sera. Le détroit d'Ormuz continuera d'être testé, le blocus continuera d'être sondé, et le problème du bateau de pêche, l'asymétrie entre des systèmes de défense sophistiqués et coûteux et des armes dissimulées bon marché cachées dans le trafic civil, continuera d'être la vulnérabilité à laquelle chaque futur planificateur de chaque côté de cette confrontation pense discrètement. Ce qui s'est passé en 23 minutes a changé l'environnement stratégique immédiat dans le détroit. Ce qui arrivera ensuite sera déterminé par la manière dont trois gouvernements, l'un essayant de préserver un blocus, l'un essayant de le briser et l'un essayant de décider combien cette tentative lui a coûté, traiteront ce qu'ils ont appris dans l'obscurité.